Antoine Robitaille. Antoine Robitaille. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir. Comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique. Là-haut sur la colline. Et c'est l'heure de la chronique consti avec notre chroniqueur constitutionnel, Patrick Taillon, accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Bonjour, Patrick. Bonjour, Antoine. On est en deuil, Patrick, parce que Benoît Pelletier est mort. Benoît Pelletier, grand constitutionnaliste, ancien ministre de Jean Charest des Affaires intergouvernementales. Alors, pourquoi, selon toi, c'est une figure importante là, du dernier quart de siècle là, au Québec? Je pense qu'il faut voir il faut comprendre les circonstances dans lesquelles il s'engage en politique pour comprendre à quel point, en tout cas, il a incarné pendant un bon moment l'image du dernier fédéraliste réformateur. Ben oui. C'est un peu exagéré, mais c'est l'impression qu'il pouvait donner. C'est-à-dire que dans des circonstances post-référendaires, donc résultats très, très, très serrés au référendum de 95, le oui qui perd par quelques dizaines de milliers de votes, il y a une certaine polarisation entre... il n'y a pas beaucoup d'espace politique entre l'adhésion à l'indépendance et l'adhésion sans réserve à l'unité canadienne puis au Canada tel qu'il est. L'approche qu'on qualifie parfois non pas de fédéralisme, mais de canadianiste. Oui. Le point où on est tellement partisan de l'unité canadienne qu'on est prêt à acheter le Canada tel qu'il est, malgré tous ces dysfonctionnements qui l'éloignent du véritable fédéralisme. Et donc, c'est dans cette espèce d'espace polarisé que Benoît Pelletier s'engage en politique en essayant d'incarner la figure du fédéralisme réformateur, de représenter un peu un phare à l'intérieur du Parti libéral, je dirais presque une conscience constitutionnelle. Oui, au début des années 2000, hein, Oui. il s'engage. Oui, Et cette tradition-là était très importante au Parti libéral jadis. Et c'est en fait, la tradition de Le Sage, Bourassa, Ryan. C'est tous des gens qui disaient il faut miser sur le fédéralisme renouvelé et non sur le nationalisme et l'indépendance. C'était toute l'histoire du Parti libéral du Québec jusqu'au rapport à l'air. Et c'est ça aussi, c'est que Benoît Pelletier préside un comité de réflexion pour définir la position constitutionnelle du Parti libéral à un moment de l'histoire qui est l'après-référendum. Et le dernier exercice du genre a conduit à le déchirement, une scission à l'intérieur du parti. Mario Dumont, les jeunes libéraux qui claquent la porte, Jean Allaire. Et donc, dans le Parti libéral, il y a beaucoup de gens pour dire... envoyer un signal qui était moins présent dans le passé au Parti libéral, qui est ces questions-là, on ne veut plus en parler. Le tabou constitutionnel, l'idée que parler des questions qui préoccupent Benoît Pelletier, c'est faire le jeu des indépendantistes. C'est un discours qu'on entend dans ces années-là, qu'on entend parfois encore aujourd'hui au Parti libéral. Donc, dans ce contexte-là, puis Benoît Pelletier va souvent s'ouvrir en privé là-dessus. Il va souvent nous confier que c'était quand même tout un travail que de convaincre certains militants de travailler ce réflexe de résistance, ce réflexe en fait pro-statu quo qui s'établissait là, de plus en plus dans le parti. Oui, puis lui, il se faisait traiter de péquiste, je me souviens, par certains libéraux canadianistes. Ouais. Je veux plus dire fédéraliste, là, surtout pas cette semaine avec Justin Trudeau qui semble... être à la tête de penser qu'il est à la tête d'un pays unitaire, mais on en a parlé la semaine passée. Ben oui, c'est difficile pour Benoît Pelletier d'être l'ennemi du statu quo et de la centralisation, et donc de la vision libérale fédérale du Canada, tout en étant, ce que je crois qu'il a été, un authentique libéral provincial, un libéral québécois du moins. Et là, il faut comprendre, tout est dans la nuance. Là. Stéphane Dion, c'est un fier Québécois puis c'est un fier Canadien. On va pas y enlever ça. Benoît Pelletier aussi. Mais il y a une différence entre les deux. C'est que les deux ont une identité multiple, fier libéral, fier Québécois, fier Canadien. Mais la différence avec Benoît Pelletier, c'est qu'il y avait une loyauté première à l'endroit des intérêts du Québec. Donc, il suffit pas juste d'être fier Québécois et fier Canadien. La recette Benoît Pelletier, c'est aussi d'établir, je dirais, non pas une hiérarchie entre ces deux identités-là, mais d'établir qu'il y a une loyauté première, et je dirais même absolue,
à la défense des intérêts du Québec dans cette appartenance canadienne. Et la force de son positionnement, qui, à mon avis, au tournant des années 90-2000, est un écartèlement un peu impossible à tenir là, dans cet environnement intellectuel politique polarisé. Mhm. Mais la force de son positionnement, c'est que, en vérité, à ce jour encore, j'espère encore pour un bon moment, parce que je crains le moment où ce ne sera plus le cas, euh, la position de Benoît Pelletier, c'était quand même celle d'une majorité de Québécois. Ah oui. Certes, nombreux sont les Québécois à tirer les conséquences de l'échec du fédéralisme renouvelé, puis à être prêts à aller vers l'indépendance, la souveraineté, mais d'ailleurs la souveraineté souvent avec une redéfinition des relations avec le Canada. Et donc, si on regarde ce que les Québécois veulent en plus grand nombre, du moins de la Révolution tranquille à aujourd'hui, c'est quand même l'idéal proposé par Benoît Pelletier qui a toujours été l'idéal le plus populaire. En même Ben temps, oui. l'immense faiblesse de sa position, c'est que ça passe pas le test de la réalité. C'est qu'on parle d'un Canada qui n'existe pas. On parle d'un immense décalage entre un rêve et la dynamique profonde de ce Canada contemporain dans lequel on vit. Et tous les jours, puis l'actualité de toute la semaine, avec des annonces quotidiennes du gouvernement Trudeau, où on voit que la dynamique profonde, c'est de faire fi de l'esprit et de la lettre du partage des compétences, Mhm. mais on voit qu'il y a une dynamique qui correspond pas à cet idéal proposé par Benoît Pelletier. Après, il y a malgré cela, il y a ce que moi j'aimais chez Benoît Pelletier, c'est qu'au moins dans la discussion, son idéal était légitime, mais il était au moins conscient de ce décalage entre son idéal et la réalité, et donc il se mettait jamais la tête dans le sable. Il était capable de nommer les problèmes du fédéralisme canadien, il était capable d'être critique, et on était capable de faire des constats honnêtes, intègres intellectuellement sur les vrais problèmes du fédéralisme canadien. Et ça, je pense que ça Mhm. compensait un peu pour la part idéaliste, jovialiste, irréaliste de son projet. Encore là, Mhm. il Comme ministre, tu te souviens de sa fameuse déclaration. Il avait dit le fruit n'est pas mûr pour des négociations constitutionnelles. Il revenait toujours sur oui. le fruit Et n'est tout pas est là, mûr. hein, le fruit n'est pas mûr, c'est Ouais. que je voudrais bien qu'il y en ait. Et je vais essayer de le faire mûrir. Et puis, bon, on se souvient, est-ce que le fruit est irradié? Ce matin, dans les Oui. pages du Devoir, Michel David soulignait, puis c'est vrai que c'est peut-être un volet de son passage en politique, là, peut-être ce que moi j'appellerais la phase un peu jovialiste de son action politique, c'est-à-dire le moment où au bénéfice de l'alternance entre les libéraux fédéraux et les conservateurs de Stephen Harper, il se prend à croire que les lignes bougent et que les tendances de fond du régime canadien viennent de changer. Et effectivement, c'est une période où il réussit à concrétiser peut-être ce qui fait le plus, ce qui est le plus important là, dans son legs politique. Benoît Pelletier, dans ces années-là, participe à des négociations pour atténuer le déséquilibre fiscal, le strapontin ou le siège à l'UNESCO, la reconnaissance du Québec par la Chambre des communes dans une résolution déclaratoire. Bon, ça ne produit pas beaucoup d'effets. Et il a beaucoup travaillé pour aider Stephen Harper à circonscrire le, le fameux pouvoir fédéral de dépenser. Stephen Harper échouera, entre autres, parce que la machine et l'Ontario ne voulaient pas. Mais moi, je me souviens très bien que cette idée-là, même d'une charte, Du avait parlé d'une fédéralisme. charte du fédéralisme d'ouverture pour encadrer le pouvoir fédéral de dépenser, pour empêcher précisément ce qui est en train de se passer avec Justin Trudeau actuellement, c'est-à-dire un chef qui, voulant se faire réélire, dit je vais régler tous les problèmes en aspergeant de milliards, peu importe les compétences, partout au Canada. Il y avait une belle relation. Je pense qu'il avait l'écoute de Jean Charest. Je pense qu'il y avait une réelle complicité. Et lorsqu'il quitte, je crois que c'est 2007, peut-être
Ouais. 2000, ouais. Ben, les années qui 2008, en fait. 2008, Il ne se bon, représente pas en 2008. il se Ouais. représente pas, il quitte à la fois le gouvernement et l'Assemblée nationale. Ben, les années qui suivent pour Mm. le gouvernement Charest sont des années peut-être moins glorieuses sur le plan des relations avec le fédéral, là. Les aspects Vraiment. plus Ouais. positifs du bilan de Jean Charest, elles sont dans les années où Benoît Pelletier est à ses côtés. Mhm. Est-ce que... Puis ça, c'est un regret, là. Moi, je cherchais l'occasion un jour de trouver le moment pour demander à Benoît, c'est quoi les multiples raisons qui l'ont amené à faire ce choix de quitter, au fond, le gouvernement Ah et oui. l'Assemblée. Il y a sûrement des raisons personnelles, mais quelle lecture politique qu'il faisait à ce moment-là? Chose certaine, il y a eu un refroidissement des relations avec le fédéral, avec le gouvernement Harper. Il y Mais a... moi, je pense vraiment que c'est l'idée de prendre le règlement du déséquilibre fiscal et de le donner en baisse d'impôts. Ce choix électoral de Jean Charest en 2007. Ce qui fait que là, ça s'est tellement refroidi avec Ottawa qu'il n'y a plus moyen de rien faire avancer pour le Québec Oui. après ça. Et même une fois qu'il quitte la politique, ben Benoît Pelletier, au fond, toute sa vie, c'est un pied dans l'université puis un pied dans l'action. Et donc, le Benoît Pelletier des dernières Ouais. années, qui a réussi son retour à la vie universitaire, ce qui n'est pas toujours simple, là, évidemment, une permanence et tout ça, mais de vraiment revenir dans la recherche puis de laisser une marque, c'est pas Mhm. donné à tous. Il avait remarquablement bien réussi ce virage. Et c'est sûr qu'avec son départ, nombreux sont ceux qui voudront peut-être tirer la couverte de son héritage là, de leur côté. Ouais, Et ouais. Ah ben oui, c'est au bénéfice de la CAQ ou du Parti libéral du ben, Québec, moi, c'est la son question qui héritage? m'habite cette semaine. Je me dis, parce que Ouais. d'une certaine manière, l'espace très restreint qu'il occupait entre l'indépendance et le statu quo dans les années 2000, on peut dire que l'élection de la CAQ a en quelque sorte créé un espace plus vaste sur le plan politique pour, disons, l'autonomie sans l'indépendance, ce qui semble correspondre à son profil. Mais en même temps, je crois que la famille libérale, c'était sa véritable famille, qu'il aimait avec ses qualités, ses défauts, avec ce lourd Mm. travail d'essayer de garder le Parti libéral dans la bonne voie, dans la voie de la loyauté à l'endroit des intérêts du Québec. Et je pense que dans son rapport avec le parti, et du moins en tout cas avec son chef Jean Charest, ça a souvent été des désaccords d'opportunité plutôt que des désaccords de fond. C'est-à-dire que sur plein de sujets, je crois que M. Charest était d'accord avec toutes les suggestions que lui faisait Benoît Pelletier, mais le stratège politique évaluait les risques, les coûts-bénéfices, voulait pas faire le jeu des indépendantistes, et donc Jean Charest finissait par dire à Benoît Pelletier, c'est pas le moment de faire l'idée que tu me proposes. Le fruit n'était Le pas fruit souvent n'était pas mûr. mûr. Et donc, je prends un exemple. Mais pour l'international, pour la bataille que Benoît Pelletier a menée pour les compétences, Oui. l'extension des compétences internes du Québec à l'extérieur, ça, Jean Charest l'a toujours beaucoup appuyé. Jean Charest a étiré la doctrine générale Lajoie pour dire que ce qui est de compétence chez nous est de compétence partout. Moi, j'ai entendu au moins à 2 reprises Oui. Jean Charest dans des colloques universitaires dire qu'il est pour une constitution du Québec comme le propose Benoît Pelletier. Mais Mm. il n'a pas vu le moment, il ne voit pas encore Le l'horizon, fruit le n'était pas début. mûr. Exactement, même pour une démarche que l'on fait par nous-mêmes sans demander la permission au reste du Canada. Donc, il y a cette Voilà. ambiguïté-là dans sa Ouais. relation, je pense, avec sa famille politique, Benoît Pelletier, mais à la différence de ce que j'appelle parfois le post-souverainisme de la CAQ, c'est-à-dire un rapport à l'appartenance du Canada qui est un peu une appartenance résignée, une appartenance sans enthousiasme, une appartenance par défaut. Je pense qu'il y a chez Benoît Pelletier une vraie volonté de bâtir des relations d'amitié et de coopération avec le reste du Canada. Oui, le Conseil de Not- fédération. Exactement, ouais, c'est son grand héritage, notamment avec les francophones hors Québec. Ah aussi, ben oui. Cette espèce d'enthousiasme pour les relations intergouvernementales, je pense qu'il vivait mieux dans la famille libérale que dans ce qu'est pour le moment l'objet politique difficilement identifié qui est la coalition Avenir Québec. Il n'empêche que Benoît Pelletier nous a Mhm. démontré, notamment après avoir quitté la vie politique, sa capacité à s'élever au-dessus des intérêts partisans,
au nom de sa loyauté première à l'endroit des intérêts du Québec. Il a appuyé la loi 96, appuyé la loi 21, l'utilisation du pouvoir de dérogation. Il faut lire et relire le texte qu'il a écrit en 2021 sur les rapports entre fédéralisme, pouvoir judiciaire et droits fondamentaux. C'est vraiment un legs très important, ce texte. Il dénonçait encore récemment dans les pages du Journal de Montréal et de Québec l'initiative du siècle, la perte de poids politique du Québec dans le Canada, pouvoir de fédéral de dépenser, on en a parlé. Il était venu à La Haut sur la colline pour défendre l'idée qui avait été proposée notamment par le Parti québécois d'une réflexion autour de l'avenir politique du Québec. Il trouvait que c'était une bonne idée qu'on en était rendu là. Personnel, il y avait chez Benoît Pelletier... Est-ce qu'il t'a convaincu de certaines choses? Ou? Ben c'est drôle parce que, au fond, moi, le premier papier que ça a été un peu un mentor, dans le sens où le premier article que j'ai publié dans la vie, ou un des premiers, se retrouve à faire l'objet d'un reportage dans les pages du Devoir. Un jeune reporter à l'époque s'intéresse aux questions constitutionnelles et ce jeune reporter qui maintenant anime La Haut sur la colline, le hasard des choses, il fait du suivi du reportage auprès du ministre. Le ministre est donc obligé de répondre aux enjeux qui sont soulevés par le papier. Et comme il a fait avec beaucoup de jeunes dans la relève, etc., il m'invite à son bureau, on a des échanges et c'est drôle parce qu'à cette époque-là de ma vie, j'étais dans la phase, et je crois toujours que la procédure constitutionnelle au Canada est tellement bloquée qu'il n'y a rien à faire. Mais je dois avouer qu'au contact de Benoît Pelletier, puis au détour du reste de la vie, ben, je me suis quand même pris au jeu de ce qu'il nous proposait déjà dans son rapport qui porte son nom, dans le rapport Pelletier. C'est-à-dire, c'est pas parce que la voie constitutionnelle est bloquée qu'il n'y a pas des petits pas à faire en attendant. Que je ne sais pas quoi, mais en attendant. Et à cet égard, moi, je me suis trouvé à avoir une communauté d'esprit grandissante avec Benoît Pelletier. D'abord, autour de l'idée du combat contre le statu quo constitutionnel au Canada, autour d'une lecture lucide et honnête des dysfonctionnements du fédéralisme, et à ce jeu du c'est pas facile, tout est piégé, mais le Québec pourrait, sur le plan des petits pas, en faire plus. Ben, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire et qu'on pourrait mieux faire que je pense que c'était un terrain sur lequel on se retrouvait facilement. Je te lisais encore ce matin. Elle est où notre constitution que l'on peut adopter sans le reste du Canada? Elle est où notre loi équivalente à la loi de l'Alberta? Ils sont où les contestations judiciaires des initiatives fédérales? Est-ce que Simon-Jolin Barrette pourrait s'avérer un héritier de la pensée de Benoît Pelletier? C'est intéressant parce que Benoît Pelletier, au fédéral, c'est pas un libéral fédéral. Il y a plus une communauté d'esprit avec la famille conservatrice. Et donc, à cet égard, dans la coalition Avenir Québec, il pourrait être proche de certains ex-conservateurs, comme le ministre des Finances, par exemple. Mais clairement, là où il a pris des positions en faveur des initiatives du gouvernement Legault, ça a toujours été sur le terrain là, des dossiers de l'actuel ministre de la Justice, la langue, modifier le texte de la Constitution de 1867. J'ignore la nature des rapports qu'il pouvait avoir en privé, ou c'était tout simplement une communauté d'esprit sur le fond. Mais oui, il semble y avoir... bref, Benoît Pelletier a été un genre d'orphelin politique qui semblait un peu, qui avait des allures du dernier fédéraliste réformateur au sein des libéraux des années 2000. Mais même à la CAQ, on peut pas dire que c'est exactement non plus qu'il est le père spirituel de la doctrine constitutionnelle de la CAQ. Il a une influence, disons, assurément dans les deux familles politiques. Il est transpartisan. En tout cas, au nom des intérêts du Québec, il l'a démontré en certaines circonstances. Même si, parfois, il a joué certaines astuces, certaines en terminant, acrobaties, certaines acrobaties que la vie politique exige. Comme, par exemple, dire du bien de la loi 99 que proposait et qu'a fait adopter Joseph Facal, défendre son contenu, mais voter contre, ou en tout cas dire qu'il faut pas adopter ça parce qu'une loi, c'est pas une bonne idée. Et donc, dans le jeu des oui et des non, il s'est aussi prêté par moment à ce
jeu partisan qui implique parfois de s'opposer pour le plaisir de la chose, si je peux dire. Merci beaucoup, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. On se reparle la semaine prochaine. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Et je reçois maintenant deux femmes d'influence, Geneviève Lajoie et Claudie Côté, correspondantes au bureau parlementaire respectivement du Journal de Montréal et de TVA. Bonjour, Claudie, Geneviève. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Je parle d'influence parce que l'actualité a encore essayé cette année de faire une liste des personnes les plus influentes au Québec. Et nous, évidemment, à la colline, on est curieux de voir cette liste-là à chaque année. Puis, il y a bien des gens qu'on croise souvent qui sont là-dedans. Qu'est-ce que tu en as pensé, Claudie, d'abord? Bien, il y a quand même des choses qui sont intéressantes dans ce palmarès-là. Peut-être sur la méthodologie, on peut la questionner, se demander pourquoi tel type de personne se retrouve dans ce palmarès-là et pas d'autres. C'est certain que si on regarde la méthodologie qui a été utilisée, l'institution compte pour beaucoup. Alors, forcément, il va y avoir beaucoup l'institution à laquelle appartient la personne Donc, influente. Okay. Il va y avoir beaucoup de politiciens. En premier lieu, François Legault, ça c'était certain. Mais si on regarde un peu les statistiques rapidement, là, je pense que c'est intéressant de voir qu'il y a d'abord beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ça, c'est important de mentionner. Beaucoup d'hommes dans la cinquantaine. Donc, la majeure partie là, des personnes qui sont considérées comme influentes... C'est ma gang, ça! Ben, ils sont dans la cinquantaine, donc FADOC et plus, Antoine. Donc, est-ce que c'est à cet âge-là qu'on devient influent au Québec? Ouais. Beaucoup qui sont issus du milieu politique, la majeure partie, 21, aussi de la culture. Ça donne toujours une idée à peu près des forces en présence, là, ce type de palmarès. Puis malgré les mauvais sondages qu'on attribue à François Legault, à ses ministres, depuis les derniers mois, cette chute libre dans les intentions de vote et dans la cote de popularité, et selon l'actualité, il est encore très influent. Geneviève, beaucoup d'hommes prétendants au trône caquiste sont assez loin, je trouve, dans ce sondage-là. Oui, on peut penser à les hommes sont en majorité, mais ils sont pas ceux qui prétendent au trône caquiste, ils sont loin. Oui, Simon Jolin Barrette, par exemple, on peut s'imaginer qu'il a peut-être des ambitions, 47e. Bernard Drinville, 49e. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on remarque qui est beaucoup plus haut dans la liste que ces deux personnages-là qui pourraient avoir des ambitions. Ben, il y a Geneviève Guilbeault et Sonia Lebel. Hein, mais on remarque que Sonia Lebel, donc, est en avance sur juste au-dessus de Geneviève Guilbeault. Ça, c'est intéressant aussi. Puis c'est sûr que ça a dû faire jaser dans les coulisses dans les rangs caquistes. Ça, c'est certain parce que c'est deux personnes que plusieurs voient comme de potentiels successeurs de François Legault. Moi, j'en suis pas revenue quand même de la position de Pierre Fitzgibbon, hein, qui est quand même dans le top 4 des personnes les plus influentes au Québec. Alors, ce gars-là, on l'aime, on le déteste, mais visiblement, il a quand même une énorme influence sur les gens, sur le gouvernement. Ça m'a beaucoup impressionné. En même temps, ce qui a trait au charisme, Pierre Fitzgibbon a un bon niveau de charisme là, selon le palmarès. Ça, c'est quand même parce que ça fait partie des points, hein? Oui, le charisme. Oui. Absolument. Donc, on considère quand même, bien que ce soit un personnage, comme tu le disais, Geneviève, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, que c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Et ça a dû jouer. Sur l'influence, ben encore là, il y a deux ministères, un super ministère. Donc, oui, il est parmi les personnes les plus influentes au Québec. Là. C'est quand même lui qui tire pas mal de ficelles. Peu de libéraux quand même, hein, Geneviève? Oui, très, très peu de libéraux, même je dirais aucun. Oui. Mais ça donne une idée aussi du rêve. En ce moment, dans les rangs du Parti libéral, on rêve des gens comme Guy Cormier, qui est le PDG de Desjardins, ou François-Philippe Champagne, qui est le ministre fédéral. Mais ces deux personnes-là, justement, sont très bien placées dans ce palmarès. Et on voit donc pourquoi les libéraux rêvent tant que ces deux personnages soient intéressés un jour par la chefferie du Parti libéral, ce qui n'est pas encore fait. Je signale quand même au passage que Denis Coderre n'est nulle part dans ce palmarès.
Ah, Et pourquoi donc? Oui, Claudie. je signalerais que Valérie Plante, toutefois, est la seule femme dans les 10 personnes les plus influentes selon le palmarès, donc elle est septième, et que la journée où ce palmarès est paru, Denis Coderre a fait une sortie médiatique pour dire que selon lui, Valérie Plante n'allait pas se représenter. C'était des sources à lui qui le confirmaient. Ça a été démenti par le cabinet de Valérie Plante. D'ailleurs, elle l'a dit à plusieurs reprises qu'elle allait se représenter en 2025. Mais c'est peut-être pas un hasard que Denis Coderre choisisse ce moment-là. Denis Coderre écorche le bilan de Valérie Plante à chaque fois qu'il peut le faire. Puis, il est aussi toujours en réflexion sur la chefferie du Parti libéral, une espèce de réflexion dont on connaît peut-être déjà la conclusion, là, un semblant d'effeuillage où il dit que sa réflexion est faite à 95%. Ah, puis Denis Coderre, je l'ai trouvé très revanchard, moi, dans une entrevue, notamment à Mario Dumont, à LCN aujourd'hui. C'était inouï. On se demande pourquoi il est intéressé tant à l'Assemblée nationale, puisqu'il parle énormément des villes, puis il semble encore regretter son siège à Montréal. Peut-être Geneviève, maintenant, on change de sujet complètement. Les femmes aussi, on continue peut-être à parler des femmes, mais en construction. Oui, j'ai obtenu hier les chiffres du ministère de l'Éducation, des chiffres tout neufs. Donc, 8,7% des personnes qui sont inscrites aux fameuses formations accélérées en construction, là. Donc, qui sont des femmes. Donc, évidemment, c'est très peu, là. On pourrait pratiquement dire que c'est famélique, mais si ce taux justement est faible, c'est quand même 2 fois plus élevé que la proportion actuelle de travailleuses sur les chantiers du Québec. Ça, c'est pas rien. Ça veut dire à quel point il y a très peu de femmes encore dans cette industrie, qui est pourtant extrêmement névralgique au Québec. Et donc, sur les chantiers actuellement, c'est 3,8% seulement de femmes. Alors, c'est quand même intéressant. C'est sûr qu'on va continuer d'entendre parler de construction parce que ce qui s'en vient risque d'être très intéressant au cours des prochains jours, la semaine prochaine probablement. Le ministre Jean Boulet qui va nous annoncer si qu'il est d'accord ou non, qu'il est favorable ou non avec les revendications, là, les doléances des syndicats de la construction qui reproche à son projet de modernisation de l'industrie de la construction là, de s'attaquer aux régions. Hein. On se rappelle que sa vaste réforme va permettre que des entreprises de Montréal ou de Québec, de grosses entreprises, puissent débarquer dans les régions sans embaucher de personnel, de main-d'œuvre locale. Mm-hmm. Et donc, ça inquiète beaucoup les syndicats et on verra donc dans les prochains jours si le ministre Jean Boulet va déposer ou non des amendements à ce sujet-là. Donc, ça va être un des faits marquants probablement de la semaine qui vient parce que la semaine qui se termine, ça a été extrêmement tranquille. À Québec, on grattait un peu les fonds de tiroir là, pour trouver des bons sujets et même le Conseil des ministres qui a été virtuel. Claudie, la semaine va quand même commencer par un événement important. Bien, un événement important qui se produit très rarement et qui a eu beaucoup d'écho ici à l'Assemblée nationale, c'est l'éclipse solaire qui va finalement avoir lieu lundi. J'ai envie de dire finalement parce qu'on en parle déjà depuis tellement de semaines. Geneviève sera d'accord, elle qui couvre l'éducation, parce que c'est un phénomène astrologique, astronomique qui va se produire, mais on en a tellement parlé dans un contexte scolaire, mais surtout dans un contexte de sécurité. Donc, quoi faire avec les enfants? Est-ce qu'il faut envoyer des directives ministérielles? Est-ce que les directives sont les bonnes? Est-ce qu'elles sont bien comprises? Est-ce qu'on ferme les écoles? Est-ce qu'on les laisse ouvertes? Alors que cette éclipse solaire-là, on le sait qu'elle va arriver depuis longtemps, là. C'est pas déterminé au début du mois de janvier. Non, vraiment pas. Et ça fait longtemps qu'on sait qu'elle va avoir lieu. Il y a eu des directives qui ont été faites et les scientifiques ont un peu dénoncé que les directives soient alarmistes, qu'on parlait beaucoup de sécurité, de danger relié au fait de regarder l'éclipse et que ce soit pas une occasion justement de parler d'un phénomène scientifique rare et de faire de l'éducation par rapport à ça. Bon, alors lundi, à suivre, comment ça va se dérouler, quelles seront les écoles qui vont offrir des activités, quelles écoles vont ne pas les permettre, donc aller vers des journées pédagogiques, mais nos élus seront sur le terrain pour regarder l'éclipse. On sait déjà que Bernard Drinville va aller dans une école où il y a une activité qui est organisée. Monsieur Legault devrait participer
participer aussi à une activité. Donc, on devrait être dans le couloir de l'obscurité totale, là. C'est le cas pour Montréal, entre autres, Sherbrooke, du côté de la Beaucoup Beauce les cantons de aussi, l'Est, hein? beaucoup les cantons de l'Est. Et ça m'amène à vous parler peut-être de sécurité sur le terrain, donc avec la Sûreté du Québec et les corps policiers. Mhm. On en a un peu moins parlé, mais si on regarde du côté de l'Ontario, à Niagara Falls, ils attendent 1 million de personnes. L'état d'urgence a été décrété là-bas. Les services de sécurité en ont plein les bras pour essayer de contenir tout ce monde-là. Ici, ça s'est fait un peu en sous-marin, donc de façon très discrète. Mais le ministère du Transport, la Sécurité publique, la Sûreté du Québec, les différents corps policiers sont à pied d'œuvre en ce moment justement pour essayer de s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement, trop de trafic, par exemple, pour se rendre dans les cantons de l'Est pour observer cette éclipse, s'assurer aussi que les voitures s'arrêtent pas en bordure de route. Sur des autoroutes pour regarder le phénomène. Donc ça aussi, ça se fait peut-être avec un peu moins de bruit qu'ailleurs au Canada, mais ça se fait quand même. Puis, je terminerai en disant que c'est déjà arrivé des éclipses dans le monde, là. Il y en a eu une en 2017, une éclipse solaire totale aux États-Unis. Ça s'est très bien passé. Donc, on va souhaiter que ce soit le cas lundi prochain. Il va y avoir aussi la visite de Gabriel Attal, le premier ministre français. Ça, Geneviève, ça fait toujours jaser quand un premier ministre français débarque au Québec. Oui, surtout que ce premier ministre, qui est tout nouvellement premier ministre, hein, qui a fait sa marque comme ministre de l'Éducation en France et qui est très jeune, hein, 35 ans, et qui donc, comme je disais, il a fait sa marque comme ministre de l'Éducation. Ce qui est drôle, c'est que justement, un ministre de l'Éducation réussisse à devenir premier ministre, hein, parce qu'on est habitué ici, en tout cas au Québec, le ministère de l'Éducation, c'est un ministère casse-gueule, il faut le dire. En France, on appelle ça le mammouth. Oui, le ministère de l'Éducation. Ici, c'est la santé, le mammouth, mais là-bas, effectivement, mais ici, c'est vraiment un ministère casse-gueule. Hein. On se rappelle Jean-François Roberge, le dernier mandat du gouvernement caquiste, là. Je pense qu'il avait hâte de changer de poste. Puis certains pensaient qu'il était même brûlé après avoir passé 4 ans comme ministre de l'Éducation. C'est pas facile non plus pour Bernard Drinville. On le voit juste avec l'éclipse, là. Ça a tellement été compliqué. Donc, on va voir ce que M. Attal va venir dire ici, mais en tout cas, pour l'image, c'est ça. C'est un jeune premier ministre de 35 ans. Intéressant aussi parce que nous, on se dirige vers la prochaine élection où qui y aura pour affronter M. Legault? Ben, il y aura Gabriel Nadeau-Dubois, PSPP, qui sont des gens beaucoup plus jeunes que lui. Un choc de génération. Exactement. Ouais. Alors, intéressant aussi sur le plan politique pour nous. Là. Et il va faire un discours au Salon Bleu. Et ça aussi, c'est assez rare. La dernière fois que c'est arrivé, c'est sous René Lévesque, donc dans les années 80. Ah non, Sarkozy, j'étais là. Sarkozy, c'est vrai, au Salon Bleu. T'as raison, c'était le président et non le premier ministre. Oui, t'as raison, voilà. oui. Alors, c'est, bon, Sarkozy comme président, mais sinon, le premier ministre, c'est dans les années 80. Et il y a François Hollande qui était venu, mais il l'avait fait devant l'Assemblée nationale, donc pas au Salon Bleu. Donc, ça aussi, c'est un fait qui est assez rare. C'est dans le cadre d'une rencontre quand même qui se fait... Les rencontres alternées, là. Des premiers ministres, voilà. Ça se fait annuellement, mais pas toujours en personne. Bon, il y a eu la pandémie, là. Il y a eu la pandémie, des élections, des remaniements ministériels, fait que c'est pas toujours possible. Donc, faut remonter avant la pandémie pour la dernière fois qu'on a eu une rencontre en personne. Donc, le discours au Salon Bleu pourrait être intéressant aussi. Geneviève parlait d'éducation. C'est un thème qui est cher quand même à François Legault aussi, il le répète souvent. Peut-être qu'il pourrait trouver... Puis la relation Québec-France? La relation Québec-France, toujours, qui est importante. On dit qu'on va parler de culture, de langue française, d'éducation et aussi d'économie, évidemment. Et non-indifférence, c'est quoi donc? Non-ingérence. Non-ingérence, non-indifférence, est-ce que ça va revenir, Geneviève, selon toi? Bien sûr que les journalistes vont poser la question. C'est comme ça que le sujet va revenir. Mais ce qui est intéressant, c'est que M. Legault, lui, dans les rencontres alternées avec la France, a pas été beaucoup là ces dernières années, contrairement aux autres premiers ministres, que je pense à Jean Charest. Moi, je me souviens de l'avoir suivi en France, à Paris, pour ça. Pareil avec Mme Marois. Monsieur Legault, faut le savoir, aime pas beaucoup voyager. Pour un ancien d'Air Transat, c'est toujours un peu drôle, mais il aime pas prendre l'avion. Donc, on l'a pas beaucoup vu là dans ce genre de relation avec la France là depuis le début de son arrivée au pouvoir. Là. Monsieur Attal va aussi rencontrer Justin Il va aller à Ottawa? Ouais. Il commence par Ottawa?
Il fait pas comme le général de Gaulle, qui était d'abord venu à Québec et finalement qui n'est jamais allé à Ottawa. Parlons de Gabriel Nadeau-Dubois en terminant. Geneviève, il va négocier avec le gouvernement pour faire avancer une loi qui est chère à son cœur. Et au cœur de QS. Jadis, la loi Françoise David qui avait été adoptée en 2016. Alors là, Québec solidaire, mais il faut le dire aussi, les libéraux et le Parti québécois souhaitent qu'on étende cette loi, qu'on élargisse cette loi-là pour permettre à plus de locataires aînés d'être protégés des évictions. Ouais. Là, pour le moment, M. Legault, le gouvernement de la CAQ a accepté d'appeler ce projet de loi de Québec solidaire, mais ils ont démontré qu'ils n'étaient pas vraiment intéressés à l'adopter. Mais là, Gabriel Nadeau-Dubois sort une lettre cette semaine au premier ministre et lui dit, écoute, moi, là, je suis prête à faire des compromis, je suis prête au niveau de l'âge, au niveau du temps, parce qu'il faut que ce soit des locataires. Actuellement, ce sont des locataires de 70 ans, dont ça fait 10 ans qu'ils habitent dans leur logement, qui sont protégés. Alors, le Québec solidaire est prêt à faire vraiment des compromis, à mettre de l'eau dans son vin pour faire avancer cette cause-là. On verra si François Legault va être convaincu par Gabriel Nadeau-Dubois. Claudie, penses-tu que François Legault va nous parler cette semaine directement à nous, la presse parlementaire? Mais il y a un point de presse, en tout cas, conjoint avec le premier ministre français qui pourrait avoir lieu avant son départ. Donc ça, ce serait une occasion de lui parler. Pour le reste, qui vivra verra. Geneviève, est-ce que tu gagerais que oui, on va avoir des réponses de M. Legault cette semaine? Ben, en tout cas, si c'est cette semaine, si on parle avec le premier ministre aussi français, ce sera l'occasion, comme tu disais tout à l'heure, de lui suggérer le nini comme sujet. Oui. Et peut-être que dans ce cas-là, ce sera le premier ministre français qui prendra le lead, comme on dit, sur M. Legault cette semaine. C'est ce qu'on dit à Paris, effectivement. Merci infiniment, Geneviève Lajoie et Claudie Côté. Je vous remercie, puis à la prochaine. Merci. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Là-haut sur la colline. Nous, on a 2 vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Au cégep, il y a un cours obligatoire qui s'intitule « Éthique et politique ». Mais moi, aujourd'hui, avec mes 2 invités, j'aimerais parler d'éclipse et politique parce que ça s'en vient, là, c'est lundi. C'est Mathieu Robert-Sauvé, journaliste au Journal de Montréal, journaliste scientifique. Bonjour, Mathieu Robert. Bonjour. Et Joël Leblanc, qui est aussi journaliste scientifique, qui est fondateur de Sapiens et qui est co-auteur avec Julie Bolduc-Duval de Éclipse quand le soleil fait son cirque. Et j'attrape le mot cirque parce que on a eu l'impression que c'était ça, le cirque, depuis quelques semaines. Le ministre et le gouvernement, l'État aussi, qui envoie toutes sortes de directives là, qui semblaient vouloir faire peur au monde. Il y a eu la lettre de Pierre Chastenay, l'astronome, qui a dit que c'était vraiment une prudence excessive de la part des autorités. J'aimerais ça vous entendre parler de ça. Je commence par Joël. Qu'est-ce que vous avez pensé du cirque autour de l'éclipse jusqu'à maintenant, mais avant qu'elle se produise? Oui, bonjour Antoine. Bonjour. Le cirque, le mot est bien choisi, je trouve. C'est pourtant un événement, oui, rare, oui, extraordinaire, oui, merveilleux, mais somme toute assez simple. En termes astronomiques, mais aussi simple à gérer. Ça devrait pas être la cacophonie, il y a le chaos comme ça l'a été ces dernières semaines. Il suffisait... vous avez nommé Pierre Chastenay tout à l'heure. Je fais partie avec lui d'un regroupement là, de passionnés qui travaillent depuis plus de 2 ans à tenter de préparer au moins le milieu scolaire à cette éclipse et aussi bien sûr la société. Comme vous avez pu le voir, ça a été un échec de notre côté. On ne considère pas qu'on a bien réussi à préparer parce que ce n'est qu'à 2-3 semaines d'avis que tout le monde s'est réveillé et que ça c'est devenu le 2-3 mois d'avis, disons. Bref, oui, c'est un événement somme toute simple et même s'il n'arrive pas souvent, on ne devrait pas être aussi démunis chez nos politiciens et chez nos décideurs et dans la sécurité publique qu'on l'est en ce moment. C'est quelque chose de tout simple. Les directives de sécurité sont ultra simples et faciles à appliquer. Et puis, on a manqué notre coup. Mathieu Robert, là-dessus? Oui, ben, vous savez, les éclipses, c'est assez facile à prévoir. Oui.
on sait depuis au moins 30-40 ans celle-ci, le 8 avril, va passer exactement au-dessus des cantons de l'Est, une partie du Québec. À quelle heure? Donc, c'est très, très prévisible. Donc, je pense que si le ministère de l'Éducation, le réseau scolaire avait un petit peu lu là-dessus, ça n'aurait pas été difficile de placer quelque chose dans le calendrier scolaire dès l'année dernière. Moi, dans la revue de l'année dernière, puis comme journaliste scientifique, souvent on a à faire des petites prévisions. Qu'est-ce qui nous attend cette année? Moi, je me souviens en décembre, on dit, le gros événement en 2024 sera l'éclipse totale. C'est vraiment quelque chose qu'on aurait dû voir venir et qu'on aurait pu gérer de façon un peu plus intelligente. On entend souvent, vous me direz si c'est vrai, que la culture scientifique s'effondre ces dernières années. Est-ce que la confusion, là, cette espèce de cirque dont on a parlé autour de l'éclipse, est-ce que c'est pas une illustration de cet effondrement-là, Joël? J'aurais envie de répondre oui, c'est bien formulé, mais je nuancerais, je dirais, la culture scientifique s'effondre chez certaines personnes. Je crois que c'est une partie de notre société ça a probablement toujours été le cas. En fait, probablement qu'il y a toujours eu une partie de la société qui avait moins de culture scientifique que d'autres, mais là, ils ont voix au chapitre avec les réseaux sociaux, tout le monde peut dire ce qu'il veut et avec beaucoup d'intensité dans certains cas, dans certains milieux. Et puis, je crois que les gens moins dotés de culture scientifique s'expriment plus fort qu'avant et on les entend et on les perçoit plus. Et ils contaminent. Vous pensez à qui, par exemple, et vous pensez à quoi? Ben, je pense à des communautés, peut-être, je vais utiliser le terme complotiste, mais des communautés depuis. On a l'exemple de l'éclipse en ce moment, mais la pandémie d'il y a quelques années, ça a révélé toute une frange de société moins équipée en termes de culture scientifique. Et j'aimerais aussi préciser que quand on parle de culture scientifique, ce n'est pas tant de savoir le nom des éléments du tableau périodique par cœur, puis le nom des étoiles, puis tout ça. C'est pas ça la culture scientifique. En tout cas, c'est pas que ça, il faut en savoir un peu, mais c'est surtout de comprendre d'où vient ce savoir-là. Le savoir scientifique, comment est-ce qu'il est généré? Ce n'est pas l'avis puis l'opinion de quelqu'un, puis mon opinion est équivalente. Non, ça repose parfois sur des centaines d'années de travail, puis de validation et surtout d'invalidation. On a démoli les hypothèses qui se pouvaient pas, puis il reste juste celles qui ont du bon sens. Maintenant, avec la science, bon, je rentrerai pas dans un cours de comment la science fonctionne, mais... De méthodologie, oui, c'est ça. Oui, puis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce savoir-là, qui ne savent pas ce que vaut la science, c'est quoi sa solidité, c'est quoi ses faiblesses aussi, parce qu'elle a ses faiblesses, et qui considère l'avis le savoir scientifique comme une opinion parmi d'autres. Et puis, c'est dans des moments comme ça que ça se révèle le plus. C'est dans la pandémie, l'éclipse actuellement, les gens qui n'y connaissent rien ont autant voix au chapitre que ceux qui s'y connaissent. Et puis, ça finit par faire une espèce de brouhaha ambiant avec peu de... où on Mathieu Robert, sur ce brouhaha, puis sur peut-être la prudence excessive aussi. Moi, j'ai envie de dire, j'aimerais ça reculer un petit peu plus profondément dans le problème, parce que moi, je ne crois pas qu'il y ait un effondrement de la culture scientifique. Je pense que dans le milieu scolaire, c'est très important de savoir que, malheureusement, il y a beaucoup d'enseignants et d'enseignantes qui choisissent cette voie-là parce qu'ils étaient pas bons en ceci, parce qu'ils étaient pas bons en cela. Et la science, souvent, est une voie, quand tu es fort en maths, si tu es fort en chimie, éventuellement en physique, tu choisis cette voie-là. Et si t'es pas bon dans ces domaines-là, t'es pas bonne là-dedans, t'es pas à l'aise, souvent tu vas choisir donc les sciences humaines et l'enseignement. Et ça, je sais que ça peut choquer quelques oreilles de dire ça, c'est pas méchant. Ah oui, c'est vrai. Mais sauf que j'ai déjà étudié, fait un reportage sur l'enseignement des sciences, et c'était un problème qui était soulevé par exemple, Marcel Toin, qui enseigne la didactique des sciences. Pour être clair, là, c'est les cancres en maths et en sciences deviennent nos enseignants en ce domaine. C'est dit un peu durement, mais ça ressemble un petit peu à ça, le portrait. Et le problème, c'est que quand vient le temps d'enseigner des sciences, ou peut-être de dire le 8 avril, il va y avoir quelque chose à l'extérieur,
plutôt que d'y aller franchement puis de dire, bon, ben, on va lire là-dessus, on va essayer de voir comment on peut prévenir les problèmes de rétinite, on va dire, ben, on va fermer les écoles, ça va être plus simple. Moi, j'aurais pas à m'occuper de ça parce qu'il y a des dangers aux yeux, il y a des dangers associés à des choses. Et donc, c'est ça le problème, je pense, qui serait fondamental. Il y a un problème sérieux de culture scientifique. Oui, on l'a vu particulièrement durant la pandémie, mais tous les jours, ce problème-là s'exprime. On a des lacunes en sciences, en culture scientifique de façon assez générale. Bon, c'est ça. Donc, moi, je pense qu'en partant, il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise avec la science en général. Ils se disent, c'est trop compliqué pour moi, je vois pas là. Donc, quand on est devant une salle de classe, c'est un peu ça. Tu as levé le doigt. Oui, ben, j'aimerais juste nuancer sur ce que Mathieu Robert dit. Je suis d'accord avec lui, mais je resserrerais son analyse aux enseignants du primaire. Parce qu'au secondaire, il y a des profs de sciences spécialisés en sciences qui ont quand même, disons, un peu plus d'aisance avec la physique, la chimie, les maths, la bio, etc. Mais c'est un problème. Mais il y a un autre problème au secondaire, en fait. C'est qu'au primaire, on a des enseignants qui se sentent parfois inconfortables ou mal à l'aise ou qui se sentent eux-mêmes pas compétents d'enseigner la science. Donc, nos enfants passent les 6 premières années de leur scolarité dans un tunnel où on touche pas trop à la science, puis quand on a fait une dictée qui parle du cycle de l'eau, on coche, ouais, ça y est, j'ai parlé du cycle de l'eau en classe, mais non, j'ai fait une dictée. Je caricature un peu. Au secondaire, il y a des profs spécialisés qui sont dédiés aux sciences, mais c'est un autre problème qu'on a là, c'est qu'on demande à ces enseignants-là de s'assurer que les jeunes passent leurs examens de secondaire 4 en sciences, donc on leur bourre le crâne de données, puis de savoirs essentiels, supposément essentiels, en oubliant le côté humain de la science, puis de la rendre sexy, puis de la rendre... c'est une aventure, la science, c'est la plus grande aventure de l'humanité. On le présente pas comme ça, on le présente comme des graphiques, puis des formules. Ben oui. Puis... Depuis une trentaine d'années, moi, je critique la décision de faire passer tous les enseignants du primaire et du secondaire par le cours de 4 années de pédagogie, même... Là, on commence à corriger cette erreur-là. Il me semble qu'on a perdu une génération. Il y avait des diplômés en chimie, en physique qui auraient voulu devenir professeurs ou enseignants au secondaire, puis qui ne pouvaient même pas. Il fallait qu'ils se tapent 4 autres années de pédagogie ou même une maîtrise qualifiante. Est-ce que ça a pu nuire à la transmission de la culture scientifique et à la passion, Mathieu Robert? Oh, certainement, certainement. Vous savez, il y a moyen de regarder la science en mouvement. C'est vraiment, quand c'est bien enseigné, la science, c'est extrêmement vivant. On le voit, il y a des animateurs qui sont surdoués là-dedans, toute la gang des débrouillards. Il y a les neurones atomiques, des animateurs, des gens qui vont dans les écoles, qui font exploser des fioles. Ça peut paraître un peu caricatural, mais voilà des expériences en chimie qui sont très, très visuelles. Et on peut aller faire de l'écologie dehors. Il y a 100 000 façons de bien enseigner la science de façon très vivante et ludique. D'ailleurs, ici, au Québec, on a beaucoup d'expertise là-dedans. Je vais parler du mouvement des débrouillards qui est né ici, mais qui a essaimé partout dans le monde, qui fait école. On a, avec le quartier ici, le jardin botanique, le biodôme, le planétarium, un des quartiers de vulgarisation scientifique les plus extraordinaires au monde. Il y a des magazines et tout ça. Donc, il y a moyen d'être très, très accessible. La science n'est pas, c'est justement un paquet de formules rébarbatives et qui font peur. J'ai regardé je me suis plongé, j'ai demandé aux archives du Journal de Montréal de m'envoyer les articles des dates du lendemain des dernières éclipses. 72, et je me souviens plus exactement des dates, mais j'en ai fait sortir plusieurs. Puis jamais on parlait de problèmes, de risques. C'était une société comme celle dans laquelle j'ai grandi dans les années 70-80, plutôt fascinée par la science, puis plein d'espoir en la science. On tripait sur cet événement-là. Est-ce qu'on est devenu une société obsédée par le risque? Je pense à l'auteur Ulrich Beck, allemand, qui a fait toute une théorie sur la société du risque. Est-ce que vous avez cette impression-là, Joël? J'ai l'impression effectivement que notre regard sur la science a changé au cours des dernières décennies.
Et il y a sûrement plein de facteurs qui expliquent ça, notamment des catastrophes de toutes sortes, des navettes spatiales qui ont explosé, des centrales nucléaires qui ont pété, les armes de destruction massive, c'est un enfant de la science, qu'on le veuille ou non. Donc, je crois que c'est, en plus de l'inculture scientifique dont on parle depuis tout à l'heure, il y a chez certaines personnes une méfiance qui est née par rapport à la science, parce que science égale parfois danger. Oui, c'est vrai. Et puis, j'aimerais jouer au devin pour les prochains jours. Oui. Je crois que même s'il y avait sûrement très peu de blessures aux yeux autrefois, une des récentes éclipses, en 2017, les États-Unis ont été gratifiés d'une magnifique éclipse qui a traversé le pays d'un bord à l'autre. Ça fait 7 ans à peine. Et c'est un peu un cas intéressant qui nous permet d'étudier ce qui s'est passé à ce moment-là. On estime qu'il y a quelque chose comme 300 millions de personnes qui ont pu assister à l'éclipse. Et sur ces 300 millions, il n'y a moins d'une centaine de personnes qui ont déclaré des problèmes de vision dans les jours qui ont suivi. Ça, c'est ceux qui sont allés chez l'ophtalmologiste. Donc, il y en a peut-être un peu plus, mais dans ceux qui se sont déclarés, on est à moins de 100 sur 300 millions. Donc, c'est une proportion... Le risque est minime, là. Ouais. Le risque est minime. Mais moi, ce que j'aimerais... La façon dont ma petite observation va ces derniers temps, moi, je prédis que ça va aller en grandissant dans les prochaines éclipses. Ces blessures aux yeux-là. Ah parce oui? Que, tout comme il y avait des gens qui refusaient de porter des masques puis de se faire vacciner durant la pandémie, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont refuser de mettre des lunettes dans 4 jours, dans quelques jours. Moi, comme Donald Trump qui a regardé la dernière fois. Oui, mais Donald Trump, si vous regardez la vidéo, je crois qu'il a fait 1 seconde et quart. Okay. C'est pas dangereux. On peut tous regarder le soleil 1 seconde et quart sans se blesser. Bref. En terminant, vous allez être où lundi, Mathieu, Robert? Moi, je vais être sur le toit du Mont Mégantic, là où il y a l'observatoire scientifique. Donc, j'ai la chance d'être admis par un groupe d'astronomes professionnels. Donc, René Doyon, le directeur de l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Formidable. Puis on va te lire. On va te lire dans le journal là-dessus. Oui, on va être assez proche de la Lune parce que je vais être au sommet de la montagne. Formidable. Mais juste un petit mot, si vous me permettez, parce que moi, j'étais là en 72, j'ai 63 ans, j'avais 11 ans quand ça a eu lieu. Puis, je veux quand même vous dire que dès ce moment-là, on avait fait vraiment une panique autour des rétinettes. Vrai? Aussi, oui, je me souviens très, très bien. Je me souviens aussi d'avoir fait une boîte à chaussures avec un trou. Puis je vous dis tout de suite, si vous essayez ça, c'est assez décevant parce que la Lune et le Soleil sont minuscules. Là. C'est vraiment, tu te dis, j'ai hâte d'essayer ça, ma boîte à chaussures. Mais je vous avertis, c'est pas si le fun que ça. Joël, vous allez être où, vous, lundi? Dans mon cas, ça va être un événement familial. J'ai mes 2 jeunes enfants de 6 et 9 ans, puis on s'en va dans le coin de Harford, Sherbrooke. Dans ce coin-là, on va y aller selon la météo. Le matin même, on va essayer d'attraper l'éclipse au meilleur. Formidable. Ben, je vous souhaite tous les deux une bonne éclipse. Je rappelle que vous êtes Mathieu Robert-Sauvé, journaliste au Journal de Montréal, puis Joël Leblanc, journaliste scientifique, fondateur de Sapiens et co-auteur avec Julie Bolduc-Duval de Éclipse quand le soleil fait son cirque. Merci infiniment à vous deux et à bientôt. J'ai hâte de vous en reparler après l'éclipse. Merci Antoine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.